ici c'est Radio Paki. Alors nous sommes le mercredi 6 mai, c'est Radio Paki. Bonjour Eni, bonjour Harry. Alors nous parlons aujourd'hui dans le cadre des spectacles que vous ne pourrez pas voir, c'est parce que ce sont des spectacles annulés pour cause de crise Covid-19, mais qu'à cela ne tienne, nous en parlons tout de même parce que ces spectacles-là, eh bien peut-être pourrons-nous les voir un petit peu plus loin. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que l'on va parler du nouvel an bengali, que l'on nomme Boishaki, qui a lieu normalement le 14 avril de chaque année. Est-ce que je prononce bien en disant Boishaki, Harry ? Oui, c'est très juste. Bravo, bonne prononciation. Merci beaucoup, merci à toi pour le bon conseil précédent. Alors, nous allons revenir là-dessus tout de suite, mais avant cela, Eni, bonjour. Voudrais-tu nous dire quelques mots, puisque c'est vous, à la traverse délocalisée à la salle du Môle, qui accueillez normalement, en fait le 4 avril, normalement, cette festivité. Alors, donc moi je travaille à la maison de quartier des Paki. Vous avez pu entendre aux émissions précédentes un petit descriptif de ce qu'on y fait, de ce que j'y ai fait. Et pour les activités culturelles avec la salle de spectacle, à la salle du Môle, puisque la traverse à la maison de quartier est en travaux. Et donc on était fin prêt pour accueillir cette 3e édition à la salle du Môle. Et voilà, bon, ça n'a pas été possible. Mais quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà dire que, évidemment que la programmation reprendra bien un jour et que d'ores et déjà, tu es à la recherche de personnes, des habitantes et des habitants des Paki et pas que, qui auraient envie de te solliciter pour y organiser des choses. Absolument. Donc, on est ouvert à toutes les propositions pour l'utilisation de cette salle, que ce soit des compagnies amateurs, professionnels, associatifs, habitants. Donc voilà, ça c'est une possibilité qui est donnée à chacun de nous contacter via l'adresse www.mqpaki.ch pour la festivité du Boishaki. Je peux déjà vous annoncer que nous l'avons reporté à l'année prochaine et que le 14 avril c'est un mercredi, donc ce sera le samedi 17 avril 2021. Très bien. Merci Eni, merci. C'est rien. Alors, eh bien, la transition est toute trouvée. Harry, bonjour à toi. Voudrais-tu te présenter à l'aune de l'association dont tu fais partie, qui est la SBCA, Swiss Bangladesh Cultural Association? Oui. Bonjour William, bonjour Eni. Alors, je me présente, je m'appelle Harry Nolhak. J'ai un petit commerce au Paki depuis 2009, donc je fréquente beaucoup ce quartier tous les jours. Et la genèse de mon association que j'ai fondée avec mes parents et ma sœur ça se basait sur en fait une constatation. Le constat était que les enfants du Bangladesh qui sont nés à Genève commençaient à perdre peu à peu leurs racines, leur langue. Ils avaient de plus en plus de peine à communiquer avec leurs parents. Et donc, on s'est dit que qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ces jeunes. C'était des jeunes ados, on va dire, des jeunes ados. Comment on pourrait les reconnecter un peu avec leurs racines? Comment on pourrait un peu les garder en proches de leur langue maternelle, etc., etc. Et on s'est dit, pourquoi pas approcher une maison de quartier où on pourrait se réunir, où on pourrait donner des cours de langue, on pourrait donner des cours de chant, etc., etc. Et du coup, ça nous a amené tout droit à la maison de quartier des Paki, parce qu'il faut savoir que la communauté bangladeshi est très présente dans le quartier des Paki. Et c'était vraiment un point rassembleur, comme toutes les autres communautés, j'imagine, la maison de quartier. Et c'est là-bas qu'on a rencontré, au fil des ans, j'ai rencontré Eni, on a eu quelques petits projets ensemble, notamment dans les soirées découvertes. Et là, il a vu que on était
bien motivés. On est tous des amateurs, donc personne n'est musicien ou chanteur professionnel, mais on a tous une envie, c'est de montrer en fait notre culture, de partager notre culture, partager notre nourriture, partager notre savoir et partager notre histoire aussi. Et tout ça a amené on a commencé en 2018, donc il y a 2 ans, notre premier projet de médiation culturelle, donc en Nouvel An bengali, fêté avec le quartier, pour le quartier. Très bien. On va revenir là-dessus. On se proposait de suivre le canevas suivant, de peut-être poser quelques jalons concernant le Bangladesh, puis de parler précisément de la festivité, de ce qu'elle représente pour vous, le Nouvel An bengali, et puis également de parler de l'association. D'ailleurs, pour l'association, existe-t-il d'ores et déjà un site internet où êtes-vous présent sur les réseaux sociaux? Oui, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook que nous mettons assez régulièrement à jour avec les horaires de nos cours, quand est-ce qu'on donne les cours de danse, quand est-ce que toutes les belles photos de nos soirées Boishaki sont aussi là-bas, et tout le monde peut nous contacter sur cette page pour nous dire ce qu'il aimerait savoir sur le Bangladesh, ou s'il veut des cours, participer aux cours, ou aussi venir donner des cours. On est aussi ouvert, puisqu'on se rencontre tous les samedis et les dimanches. On est aussi ouvert, les enfants adorent avoir des cours en plus de ce qu'on peut apprendre à l'école. Donc tout ce qui est activité extrascolaire, ils adorent. Est-ce que le mot Boishaki veut dire Nouvel An tout simplement, ou a-t-il une autre signification? Alors, oui, le Boishaki, c'est une autre signification. Cela veut dire le printemps. C'est le premier mois de l'année du calendrier du Bangladesh. D'accord. Et du coup, le premier jour de l'année du calendrier bangladeshi commence par le jour du Boishak. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la fête du Boishaki. Ce calendrier contient-il d'autres particularités, enfin je veux dire particularités de notre point de vue? J'entends bien que c'est la normalité pour les personnes du Bangladesh, mais voilà, par rapport à celui dont on a l'usage ici en Europe, voudrais-tu peut-être nous dire quelques particularités qu'il aurait? Alors oui, le premier mois de l'année bengali s'appelle Boishaki. Il comporte 365 jours. Et il comporte 12 mois et 6 saisons. Donc la différence avec le nôtre, c'est que nous, en Europe, on a 4 saisons, mais au Bangladesh, on peut encore différencier 2 autres. Donc nous avons 6 saisons en tout, et il est calqué sur un calendrier lunaire. Oui. Le 14 avril, le 14 avril correspond au premier jour de récolte. Ce calendrier a été mis en place en 593 après Jésus-Christ, et il a été fait pour qu'il soit conforme aux récoltes. Dès que les premières récoltes commencent, c'était le Nouvel An. Et donc tous les cahiers de calcul, tous les cahiers de finances commençaient de nouveau à ce jour-là. On va peut-être revenir sur quelques singularités dont on parlait tout à l'heure concernant le Bangladesh. Et je vais dire quelques mots et puis tu me démentiras ou tu confirmeras les données. Alors j'ai lu que c'était environ un pays de 145 000 km², c'est-à-dire 3 fois et demi la Suisse, pour une population de 165 millions d'habitants. Ça veut dire 17 fois la Suisse. 17 fois la Suisse, oui. Ouais, ce qui fait que nous avons là, ne serait-ce qu'à Dakar, je crois que c'est combien, 15 millions d'habitants, la capitale, Dakar? Officiellement, oui. Mais moi, je dirais qu'il y en a plus de 20 millions. D'accord, donc Dakar, c'est déjà plus grand que la Suisse. Enfin, c'est déjà plus peuplé que la Suisse. Plus peuplé que la Suisse, voilà, oui. Tout ça est pour donner la mesure d'un pays dont une des singularités, c'est sa densité de population. Une autre des singularités dont on parlait tout à l'heure, c'est sa position. C'est-à-dire que son relief est tout à fait particulier puisque une partie signifiante du pays se trouve en dessous du niveau de la mer. Oui, c'est aussi très juste. Et ça explique également
les deux facteurs conjugués que, eh bien, en cas de problème de type typhon, d'inondation, ce que malheureusement connaît régulièrement le Bangladesh, eh bien, des catastrophes naturelles sont extrêmement funestes. Sont très funestes et surtout, cela empêche la croissance normale de ce pays qui souffre beaucoup de ces catastrophes naturelles et remet beaucoup de temps à recommencer à se développer. Ouais. Comme on était une très grande région à la base, on faisait partie de l'Inde de l'Ouest avec une partie du Pakistan. C'était une grande région qui était très riche. Et après le départ des Anglais de cette région, on a été vraiment injustement séparés. Nos ressources ont été coupées. Et cette partie du sud-est asiatique a été vraiment impactée négativement. On a eu beaucoup de soucis qu'on aurait pu éviter si, par exemple, les frontières auraient été mieux. Absolument, oui, parce que là, on va peut-être en quelques mots rappeler ça. Donc, c'est de facto une colonie, pourrait-on dire, un Raj britannique. Oui. Notamment la Compagnie des Indes orientales, donc soumis à la couronne britannique qui est présente là. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de cette figure tutélaire, le Mahatma Gandhi. En 1930, il fait la marche du sel, et puis il se rend jusqu'aux confins du Gange. Et ça, c'est également une des singularités du pays, c'est d'avoir le delta du Gange, d'être placé sur l'embouchure du delta du Gange, qui donne quand même une situation tout à fait particulière. Oui. Et nous avons les plus grandes réserves naturelles du monde à cet endroit. Et alors voilà, comme tu l'as dit, eh bien à un moment donné, cette marche du sel, c'est en 1930, il va falloir attendre encore quelque temps. Mais il y a une partition, la partition des Indes, qui intervient en 47, et c'est là, si je ne me trompe pas, le Bangladesh n'est pas encore le Bangladesh, c'est là le Pakistan oriental. Exactement, on n'a pas encore notre indépendance, on est encore sous l'influence totale, en fait, sous le Pakistan de l'Est. Et du coup, il faudra attendre encore quelques années et plusieurs guerres, plusieurs génocides avant qu'on trouve notre indépendance. Et là, on a aussi une particularité, ce pays, c'est qu'on était le premier peuple à devoir se battre pour conserver notre langue nationale. Car les autorités pakistanaises avaient commencé à bannir le bangla de notre vie quotidienne. Elle était déjà bannie à l'école et peu à peu dans le monde de tous les jours, le bangla était prohibé. Et donc nous sommes le peuple bangladeshi s'est révolté et s'est battu contre cette règle en 1952. Actuellement, quelles sont les langues officielles reconnues au Bangladesh? Alors, les langues reconnues sont le bangla et l'anglais. Les deux langues sont-elles enseignées de manière équivalente ou y a-t-il encore un déséquilibre? Elles sont plutôt majoritairement sur le bangla. Oui. Ah, très bien. Parce qu'on va encore dire un mot de ces nombreuses singularités du pays, c'est qu'il est quasiment enclavé évidemment dans l'Inde. Oui. Il y a une petite frontière avec Myanmar, crois-je, avec la Birmanie, mais sinon c'est enclavé dans l'Inde. Alors justement, comment est-ce que... Alors on parle, tu sais, en France on parle beaucoup de roman national, d'identité ou de culture. Comment s'est-elle formée et est-elle homogène dans un pays qui est certes pas si vaste que ça, mais qui est tellement peuplé? Peut-on parler au Bangladesh d'une forme de cohésion nationale, culturelle? C'est une question très intéressante, parce que pour un petit pays comme le Bangladesh, mais peuplé comme aucun autre pays, il faut bien s'attendre que la culture n'est pas homogène, elle est vraiment très localisée, régionale. Et même entre nous, nous faisons ces différences, des traditions différentes aussi par région. Il y a une figure, comme on l'a dit en tout début d'émission, dont on ne peut pas faire l'économie, c'est Gandhi.
Alors, qu'en est-il de son héritage? Est-ce que, voilà, sa figure est-elle encore présente, sa politique, les ashrams, sa manière de faire, voilà, toutes ces choses-là, est-ce qu'elles sont encore présentes au sein des populations, des jeunes et de la classe politique, pour dire, pour les plus grands, ou est-ce que c'est quelque chose d'un autre temps et on est passé à autre chose au Bangladesh? Oui. Alors, de mon point de vue, malheureusement, le Bangladesh est passé à autre chose, et notamment dû au fait de la grande influence de l'Inde sur la politique du Bangladesh en ce moment. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Bangladesh est entouré par l'Inde et donc ses intérêts sont très bien protégés. Les intérêts de l'Inde sont très bien protégés et du coup, les jeunes et tous ceux qui sont très actifs dans le développement du pays et qui se heurtent aux freins que l'Inde impose à notre pays pour se développer à une croissance, avec une vitesse de croissance rapide, font que on s'est vraiment distingué de l'Inde dans notre culture, dans tout ce qui est rapport avec la philosophie de Gandhi. Et du coup, oui, on s'identifie plus maintenant. D'accord. Voudrais-tu, pour en terminer parce qu'on pourrait parler pendant des heures, et peut-être le ferons-nous à un autre moment. Aujourd'hui, on va résumer à cela, donc à quelques mots et à quelques pistes et à quelques jalons, ce qu'est le Bangladesh. Voudrais-tu nous dire quel est l'état du pays actuellement? Les infrastructures sont-elles opérationnelles? Au devant de ces catastrophes naturelles qui ont cours régulièrement, eh bien, est-ce que les populations ne souffrent pas trop? Tu l'as dit toi-même, c'est un frein économique. J'imagine que c'est un frein social. Voudrais-tu, voilà, nous décrire en quelques mots la situation de ton point de vue, bien entendu, que tu perçois du Bangladesh actuel? Alors actuellement, il faut bien se rendre compte que ce pays n'a que 49 ans. Donc si on compare avec l'Europe, c'est un pays tout jeune, c'est un pays qui vient de naître, on peut dire comme ça. Et du coup, elle a beaucoup à apprendre, beaucoup à avancer. Les infrastructures sont très rudimentaires. Pourquoi? Parce que le Bangladesh ne dépend qu'une seule ville, c'est Dhaka. Tout est concentré à Dhaka. Toute l'administration, toute la vie de ce grand pays peuplé dépend de Dhaka. Et du coup, tant qu'on n'aura pas fait des avancées significatives dans la décentralisation, ça va être très compliqué à continuer un développement qui soit autant économique que social. Oui, on le rappelle, Dhaka, c'est donc la capitale du Bangladesh, qui est peuplée, c'est une mégapole de au moins 15 millions d'habitants, mais toi tu dis que probablement qu'il y en a bien plus. Bien plus. Ouais. D'accord, donc il y a ce problème de centralisation. J'imagine également de déséquilibre entre les centres urbains et les milieux ruraux. Il y a également un petit peu de ça, ou? Oui, ça c'est un peu aussi la région qui est concernée. La région qui est concernée, nous avons des vastes terrains très fertiles. Sauf que lorsque on subit ces inondations, tout recommence un peu à zéro. Les gens qui sont déjà défavorisés sont les plus impactés. Et du coup, on a un taux de mortalité assez incroyable lorsqu'on a des catastrophes naturelles de ce type. Ouais, j'imagine. Une dernière question avant que l'on passe à un autre sujet, c'est le rapport à l'eau, le rapport au fleuve, le rapport au Gange. Quel est-il au Bangladesh? C'est une grande partie de notre culture. Par exemple, je dirais vraiment plus de 50% de nos chansons ont un rapport avec l'eau, ont un rapport avec les rivières, ont un rapport avec la nature ou la verdure de notre pays. Et tout ça, c'est aussi très lié avec toute l'expression qu'on donne dans nos danses, dans nos mouvements. Et oui, c'est vraiment ça fait partie de notre culture.
Le drapeau, par ailleurs, du Bangladesh est un rectangle vert avec son centre en point rouge. Le vert est-il là pour la nature ou est-ce que c'est pour l'islam? Alors non, c'est pour la nature. Et le point rouge, c'est le lever du soleil. Donc, Alors, deux éléments de la nature. Ouais. Très bien. Je suis ravi de cette réponse parce que je pensais me tromper. Merci beaucoup. Non. Alors, Eni, il faut que tu interviennes maintenant. Nous parlons de Boishaki, donc le nouvel an, le jour du printemps, pardon, plus précisément, des peuples bengalis. Ça aurait dû avoir lieu le 14 avril à la salle du Mall, finalement. Donc, c'est la programmation de la traverse, comme on l'a dit. Pourquoi cette fête-là? Pourquoi la mettre en exergue comme ceci? Est-ce que, c'est parce qu'il y a ce rapport à la nature? Parce que c'est les peuples du Bengale? Il y a une forme de cosmopolitisme extrêmement présent au Paki? Raconte-nous un petit peu. Alors, je ferai une remarque préliminaire en disant que je suis personnellement sensible au but que se donne SBCA, donc l'association fondée par Arinaud, ses parents et sa sœur, à savoir que j'ai moi-même à souffrir par ma double appartenance. Donc moi je suis né en Algérie d'un père algérien et donc ensuite on est venu avec c'est ma mère qui a migré en Algérie et donc ma langue maternelle c'est le français, puis ensuite on a quitté l'Algérie et arrivé en Suisse, donc j'avais 3 ans et je n'ai pas acquis la langue arabe, ou en tout cas l'algérien qui est un dialecte et dans ce sens j'étais très touché et sensible à cette volonté donc de transmettre ce patrimoine parce que c'est effectivement toujours assez délicat d'être à cheval sur des cultures et de n'en maîtriser qu'une moitié. Ou heureusement, je maîtrise quand même la culture française, bien heureusement, parce que j'ai quand même fait toute ma scolarité ici. Mais voilà, c'était aussi il y a une part comme ça intime qui me touchait personnellement. Et puis ensuite, ce qui m'a tout à fait convaincu, c'est la qualité donc du travail qu'ils ont développé et la maîtrise donc de ces chants, de ces danses, qui est tout à fait, je dirais, sensationnel. C'est le mot, je crois, parce que pour les personnes qui ont assisté au concert, aux cérémonies, je pense que on a voyagé. On a vraiment quitté Genève, on a été inscrit au cœur d'une fête colorée, musicale, donc avec les artistes sur scène que sont ces enfants. Certains avaient 4 ans à la première édition, avec des ados, leurs parents, la famille d'Arinoul, et puis un musicien qui est donc un maître de tabla qui vient de Londres. Et toute cette assistance, donc la scène est décorée, tout le monde est paré avec des coiffures, des maquillages, des habits, enfin. Alors c'était vraiment un dépaysement incroyable, donc de qualité, je vous dis, professionnelle. Pour moi, c'était de l'ethnomusicologie. Ils auraient tout à fait pu se produire dans le cadre des ateliers d'ethnomusicologie qui sont proposés à Genève. Et puis un autre aspect qui est pour moi assez essentiel, c'est le lien qu'il y a entre ces enfants qui sont des enfants qu'on croise puisqu'ils sont dans le bâtiment scolaire Akicentre et puis tout d'un coup ces enfants-là ils se retrouvent en répète et sur scène à la maison de quartier avec leurs parents. Donc voilà, c'est vraiment une boucle qui est à défendre. Et puis alors évidemment on pourrait craindre une espèce de repli communautaire, c'est-à-dire que ce communautarisme qui est souvent décrié comme un fléau ou un cancer dans les sociétés ici démocratiques. Et puis, alors pour tout à fait éviter ce genre d'écueil, nous avions lors de la première édition lancé un atelier de médiation culturelle avec que vous connaissez évidemment tous, c'est Seissa. Seissa Lopez, oui. Que j'avais recruté pour l'occasion en l'envoyant dans le quartier faire des portraits d'habitants, des commerçants, des gens au bas des paquis, des amis, etc.
et elle faisait des portraits avec, pour ces personnes, un panneau qu'ils tenaient dans leurs bras, sur lequel était marqué le 14 avril, je suis Bangladeshi. Et puis, c'était marqué en français, en allemand, en coréen, en arabe. Enfin, on avait fait tout avec ces ça, on avait cherché, on avait utilisé. Alors, on l'a pas vérifié auprès de la communauté, mais on avait utilisé Google Translate. Et puis, on avait donc imprimé cette phrase. Et puis, on avait fait cet atelier. Donc, elle a fait des portraits et on a fait une expo. Et puis, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir cette fête à tout le monde en disant, ben, moi aussi, donc sur la formule Je suis Charlie, on n'était pas si loin des attentats à Paris, ça avait un écho avec cet élan de solidarité, en disant je suis aussi moi Bangladeshi, au même titre que n'importe qui, et je me prête volontiers au plaisir de cet événement. Et oui, c'était un événement vraiment incroyable. On s'était jamais senti aussi paquisard qu'à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour dire que pour nous, c'est ce projet donc qui est à la fois associatif, mais qui a cette dimension socio-culturelle, on remplit totalement la mission d'une maison de quartier. Et puis, alors, Harry nous en parlera de l'Alpona, c'est-à-dire l'Alpona et puis alors l'Alpona c'est le street art, et puis cette cérémonie, donc cette parade qui précède l'entrée sur scène avec plus d'une heure, 1 heure et demie de parade dans le quartier, juste sur les quais. Et nous avions donc toutes ces personnes vêtues et donc avec la musique dans la rue. Et puis on a créé une espèce d'effet dans la rue. Les gens s'arrêtaient, prenaient des photos, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Et les gens, on a pu les emmener juste dans la salle. On était 250 et il y a des gens qui ont vu le concert du fond de la salle debout. Certaines personnes n'ont pas pu entrer. Ça a été vraiment phénoménal, avec ensuite le repas préparé par l'association, par les membres, les parents, donc l'association, qui est vraiment un travail de famille et de bénévoles. Et puis il y avait le repas après-concert. Enfin voilà, c'était au niveau socio-culturel, on remplissait tous les critères, et dans ce sens-là, on était vraiment très contents de pouvoir donner cette place à cette association. Ouais. Alors Harry, justement, Boishaki, le jour du printemps. Raconte-nous un petit peu quel est le ton de la fête, comment est-ce qu'elle se déroule, et quel est l'état d'esprit dont les gens sont habités. Est-ce que c'est effectivement plutôt des bals, des repas? Est-ce qu'on fait ça en famille ou plutôt en amis? Est-ce qu'on se voit tous dans la rue? Là, on a entendu qu'il y avait un défilé. Voudrais-tu nous en décrire le canevas? Oui. Alors ce jour-ci, au Bangladesh, tout le monde est pareil. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Tout le monde est très joyeux. Tout le monde devient un peuple. Nous devenons vraiment un seul peuple. On part tous au même endroit. Donc c'est un immense parc au milieu de Dhaka. Et il y a des millions de personnes en même temps qui défilent. Et l'origine de ce défilé, c'est qu'en fait, dans les petites régions où il y avait des petits villages, ils célébraient l'arrivée de la nouvelle année en chassant les mauvais esprits pour que le nouvel an, les 365 jours qui vont arriver, portent bonheur. Donc, on fait peur aux mauvais esprits en fabriquant des masques ou des têtes d'animaux ou des animaux qui sont censés symboliquement faire peur aux mauvais esprits, et donc de laisser la place au bon esprit, à la bonne chance, aux bonnes récoltes et aux bonnes finances. Et du coup, ça a évolué des villages, et en 1990, l'université de Dhaka, donc la capitale, a décidé d'unifier et de
codifié un peu plus cette fête traditionnelle. Et depuis 1990, c'est à Dhaka où il y a le plus grand rassemblement et le plus grand défilé. Et ça, le soir d'avant, donc le 13 avril, avant que la journée du 14 commence, il y a des milliers de gens qui s'assemblent pour faire en fait du street art qu'on appelle le Alpona. Donc ça se fait sur le sol même, donc pas sur les murs, mais sur la route même, avec vraiment des grandes surfaces. Et les couleurs de ce festival est le blanc et le rouge. Donc c'est ces deux couleurs-là qui reviennent le plus. Et le Bangladesh détient le record du monde du plus grand Alpana jamais créé par l'homme. Donc c'était sur une distance de 1 kilomètre. Ils étaient plus de 1500 artistes à venir faire cette street art. Donc, et dis-moi, les populations bangladeshis à l'étranger le font-elles également, le fêtent-elles également, et comment ça se passe? Chacun un petit peu là où il réside, eh bien il trouve des personnes voilà, du Bangladesh également, et puis on organise un petit truc sur place. Oui, exactement. Alors plutôt, enfin, à l'étranger, ce qui rassemble le plus, c'est la nourriture qui est liée à cette fête-là. Donc c'est un poisson qu'on appelle le ilish. Ce poisson-là, c'est vraiment le mets de cette journée, de cette festivité. Et du coup, c'est assez difficile de se procurer ça quand on est à l'étranger, mais voilà, on se rassemble et on partage ce mets-là. Et c'est parti de là. Il y a eu de plus en plus de Bengalis à l'étranger. Et ils ont commencé à organiser des petites fêtes, donc toujours entre eux. Donc nous, notre famille, on organise ça, cette soirée, en fait, cet événement, on l'organise dans notre communauté depuis 1994, et on a mis tout ce temps pour en fait comprendre que non, il faut qu'on partage, il faut qu'on montre, il faut qu'on partage notre culture, et pour qu'on soit mieux accepté, et puis pour qu'on puisse mieux connaître notre voisin, notre communauté. Et la musique et la danse sont-elles présentes au sein de la fête? Alors oui, c'est le point central. C'est le point central, oui. Alors je vous dis, au Bangladesh, dès 6 heures du matin, il y a une centaine de chanteurs et chanteuses qui se mettent sous un arbre symbolique, et la journée commence comme ça. Il n'y a pas de programme, c'est-à-dire tout le monde peut venir présenter sa petite pièce. Donc c'est très ouvert, il n'y a pas de pré-programmation, donc tout le monde peut venir au micro et chacun accompagne l'autre. Donc c'est vraiment très convivial. C'est pas du tout commercial comme on pourrait s'attendre pour des événements comme ça. Donc ça reste pour l'instant encore très traditionnel. Très bien, très bien. Est-ce que c'est à l'étranger? Est-ce que on voit, parce que je fais la transition pour parler maintenant de l'association SBCA, donc Swiss Bangladesh et Cultural Association, l'association que tu as fondée, si j'ai bien compris, ici à Genève. Oui, on l'a fondée en 2012, et justement, ouais, avec l'idée comme quoi il fallait qu'on reconnecte ces jeunes avec leur propre racine. Mais ça part vraiment d'une expérience personnelle. Donc, comme Eni le disait tout à l'heure, une double identité, si on peut dire ça comme ça. Donc, je suis né ici, mais à la maison, on était très proche de notre culture. Par exemple, quand on revenait depuis l'école à la maison, on n'avait plus le droit de parler en français, parce qu'il fallait qu'on apprenne notre langue, il fallait qu'on la comprenne, il fallait qu'on sache comment s'exprimer dans notre langue maternelle. Et ça, j'ai trouvé très bien. Mais du coup, est-ce qu'on est à un point, quand j'étais adolescent, je me demandais, ok, est-ce que je suis plutôt suisse, est-ce que je suis plutôt bangladeshi?
Et donc pour éviter ou plutôt pour mieux accompagner cette phase chez les jeunes qui sont nés ici, nous avons créé cette association. Et maintenant, les jeunes, les tout petits enfants qui étaient les premiers enfants à fréquenter notre association ils sont maintenant exactement dans cette phase d'adolescence où ils se cherchent. Et, euh, et là, on peut vraiment apporter notre soutien, notre expérience, et ça nous rend vraiment très fiers. Oui. Alors justement, je vais te questionner sur les différentes activités que l'association propose, mais avant cela, pour en terminer cette transition, eh bien justement cette fête est-elle l'occasion que des jeunes s'intéressent également à la culture du Bangladesh? Est-ce que on sent que ici les plus jeunes eh bien se sentent attirés par la fête, ou est-ce que c'est des fois plutôt une corvée et c'est un petit peu compliqué, il faut user de stratégies pour les intéresser? Alors, à vrai dire, au balbutiement, on va dire, de l'association, il a bien fallu les motiver un peu plus, oui, de différentes manières, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ils se sont rendus compte que en faisant quelque chose, en s'ouvrant et puis en présentant quelque chose, finalement, ils avaient rien à perdre et que les gens, et que les personnes, et que l'audience était plutôt réceptive et que finalement, ils étaient mis en valeur et qu'ils pouvaient s'exprimer. Ils se sont rendus compte que, ici, j'ai une plateforme. Ici, je peux m'exprimer. Ici, je peux mettre mes idées en avant. Et du coup, ils sont vraiment ravis. Ils attendent que ça. Quand est-ce que vous êtes bien? Quand est-ce qu'on peut venir à l'association? Alors voilà, quelles en sont les activités? Est-ce que vous avez un local ou est-ce qu'à chaque fois, eh bien, vous utilisez par exemple les locaux de la maison de quartier quand c'est possible, hein? Là, on est dans une situation exceptionnelle, mais habituellement, Ouais. comment ça se passe? Oui, alors on a beaucoup de chance parce que la maison de quartier des Paquis nous met à disposition gratuitement une salle le samedi et une salle le dimanche. Et du coup, les samedis, nous avons un repas avec l'association et des cours de danse. Et le dimanche, nous avons le cours de langue et le cours de chant. Donc c'est séparé en 2 jours. Et bien sûr, lorsque nous avons l'événement, donc le Boishaki qui approche, ces 2 jours sont transformés en jours de répétition. Donc le samedi, nous avons la répétition de danse et le dimanche, la répétition de chant. Et c'est à peu près comme ça qu'on tourne. Bien sûr, on fait plusieurs événements durant l'année, des petits événements pour rassembler les autres Bengalis qui sont pas forcément liés au quotidien avec l'association. Et ça nous renforce aussi. Ça renforce la position de l'association au niveau de notre communauté pour que les autres jeunes qui ne sont pas directement impliqués, puissent avoir une idée de ce qui se fait Très à bien. l'intérieur Ouais. de l'association. Ok. Alors on l'a dit, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook notamment. Comment est-ce qu'on vous trouve? Alors, il suffit de écrire Suisse Bangladeshi et vous trouverez tout de suite notre association Suisse Bangladeshi. Ok. Alors on l'a dit, on est dans une période un petit peu compliquée, enfin pas un petit peu compliquée, de confinement, d'autoconfinement. J'imagine que pour le moment, la plupart des activités sont suspendues, ou en tout cas qu'elles se font à distance. Y a-t-il tout de même des projets ou des questionnements qui ont cours au sein de votre association? Pour l'instant, les cours continuent, les cours de langue continuent. Le cours de danse est un peu plus difficile. Évidemment, ouais. Et notre grand projet, c'est de s'intégrer mieux en tant qu'association dans le milieu associatif des Paquis. Car le milieu associatif des Paquis, comme on sait, est très développé. Et je suis sûr qu'on a quelque chose à gagner et aussi quelque chose à y donner. Pour l'instant, on est très impliqué avec la maison de quartier, ce qui est excellent. Mais nous avons une visibilité et un échange seulement une fois par année. Et on essaye maintenant, enfin, après, bien sûr, post-Covid,
on va essayer vraiment de s'intégrer un peu plus dans le quotidien des Pakis. Ouais. Voudrais-tu nous dire en quelques mots combien êtes-vous, qui êtes-vous au sein de l'association et qu'est-ce que vous cherchez si vous êtes à la recherche de quelque chose? Oui. Alors nous sommes principalement 8 familles qui est vraiment impliquées chaque semaine. Ça fait une grande trentaine de personnes. Chaque semaine, on se rencontre. Et après, les personnes qui sont régulièrement en contact avec nous, on est plus d'une 80 personnes. On est environ 80 personnes qui gravitent autour de cette association. D'accord. Dis-moi, est-ce que vous arrivez à réaliser des ponts avec des associations similaires à la vôtre qui soient dans la Suisse, en dehors de Suisse, ou même voire au Bangladesh? Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'était des projets en main en main avec le musée d'ethnologie. Ouais, le musée d'ethnologie. On a fait plusieurs spectacles, on a eu quelques minutes de scène aussi pendant la fête de la musique, par exemple. Et pour l'instant, oui, ça se résume un peu à ça. Vous savez, c'est du travail bénévole. Oui, on a le temps qu'on a, bien sûr. On a le temps qu'on a, oui. Ouais. Très bien. Alors on arrive doucement au terme de cet entretien. J'aimerais d'ores et déjà remercier Enni pour tout ça, l'intérêt, la disponibilité et le fait de nous apporter comme ça, comme sur un plateau, des invités fantastiques. Harry, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'aurais voulu en terminer, Enni, après tu me diras si des questions surgiraient. On rappellerait la date donc du Boishaki qui, comme on l'a dit, est suspendu cette année, mais qui n'est que reporté. Qui est reporté au 17 avril 2021. Et évidemment, on t'invite très volontiers, William, pour faire une captation audio de ce spectacle vraiment incroyable. En tout cas, j'étais vraiment emballé parce que c'est des sonorités, c'est de la musique indienne. C'est un peu pour moi, c'est la musique indienne parce que c'est la seule qui a une certaine une référence avec Ali Shankar, par exemple. Voilà, c'est cette musique qui est très proche, parce que c'est quand même... Peut-être on peut aussi juste dire un mot. On parlait donc du Bangladesh, mais il y a une sauf erreur, on parle de culture bengali et de peuple bangladeshi. Et la différence, c'est l'aspect culturel et l'aspect national. Donc la culture bengali qui traverse le Pakistan, l'Inde, évidemment le Bangladesh, alors que les personnes bangladeshis sont uniquement du Bangladesh. Et pourquoi je dis ça, c'est que je me perds, évidemment. C'était tout simplement parce qu'on rappelait la date du prochain Boishaki et que ça va avec justement cette culture qui, comme tu l'as dit, est très transversale. Exactement. Oui, et voilà, de qualité incroyable. Vraiment super. Et pour finir, si je peux me permettre, nous cherchons des danseurs et des danseuses. Donc, l'appel est lancé. Alors, je précise que tous les cours que nous donnons sont des cours bénévoles. Il n'y a pas de besoin de payer quoi que ce soit. Donc tous les professeurs sont aussi bénévoles. Et donc les cours de danse sont aussi gratuits. Et on a l'occasion de faire de monter un spectacle tout à fait de manière bénévole en étant amateur, mais tout en profitant du professionnalisme des professionnels de la maison de quartier. Oui, alors oui, pardon, Enni, vas-y. Oui, Arnaud, est-ce que tu peux aussi rappeler donc le spectacle que vous avez forcément raté, qui était celui de cette année? Est-ce que tu peux rappeler aussi la présence des musiciens professionnels qui étaient censés venir? Oui. Alors ça, c'est un très grand regret pour cette année. On avait finalement réussi à booker un maestro d'un instrument typique bengali. C'est un instrument qui s'appelle le dotala. Et vous aurez, j'espère, l'occasion de l'entendre l'année prochaine. Donc le 17 avril. Il s'appelle Shadat Ali Khan. Et puis Mustafa Ali Khan qui venait de Londres.
Oui, alors oui, Youssouf Ali Khan, lui, Youssouf Ali. ça fait déjà 2 ans qu'il nous soutient. Et c'est vrai que au niveau de la percussion lors de nos chants, nous sommes très limités parce qu'il y a que 2 joueurs de percussion de notre tabla, donc sur Genève, parmi les Bengalis, dont je fais partie. Et du coup, je peux pas être sur tous les fronts. Et grâce au soutien de Youssouf Ali Khan, on a vraiment un accompagnement à la percussion qui est vraiment génial, qui est incroyable. Alors, l'appel est lancé. Si des personnes souhaitent vous rejoindre, notamment des danseurs et des danseuses et des danseurs, eh bien, elles peuvent vous solliciter, vous rejoindre via le Facebook. La page Facebook. La page Facebook. Oui. Y aurait-il d'autres appels que tu souhaiterais lancer au profit de l'association? Pour l'instant, oui, non, restez confinés, restez chez vous le plus possible. Et dès que on va rouvrir progressivement, je pense qu'on va revenir sur le Radio Paki. Oui, alors voilà, ça c'est clair que de notre côté, du côté radiophonique, ce serait fantastique qu'on ait un pool de l'association qui de temps en temps souhaite faire une rubrique pour donner l'actualité, le ton, des choses comme ça, et qui sait plus loin, ça on implique bien entendu Eni parce que la Maison de Quartier est un partenaire naturel pour la radio, mais effectivement ce serait bien d'avoir des représentants des différentes associations et de faire une sorte de forum permanent radiophonique des Pakis. Ça pourrait être extrêmement intéressant parce que cela permettrait également aux associations de se rencontrer à cette occasion-là et d'échanger. C'est sûr. On en reparlera. C'est une excellente plateforme, en tout cas. En tout cas, merci à toi, merci beaucoup. On va juste encore rappeler que l'association, eh bien, elle s'appelle SBCA, qu'on la trouve sur Facebook pour le moment. Y a-t-il un site? Il me semble que j'ai lu quelque part qu'il y avait un site internet en construction. Oui, il a été, je l'avais fait, mais du coup, personne ne le mettait à jour et j'ai préféré de le mettre offline pour l'instant. D'accord, donc ça aussi peut-être que dans quelque temps, ou en tout cas là aussi si quelqu'un souhaiterait vous aider à faire ça, ça pourrait être une des... ça c'est vraiment génial aussi, oui. Très bien. Et pour appuyer l'appel à des danseurs et des danseuses, Arnaud ne l'a pas précisé, mais dans leur spectacle, il y a à la fois des danses traditionnelles, mais il y a des choses tout à fait modernes dans le style Bollywood. Donc voilà, c'est aussi pour... Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner. Pour rappeler que c'est quelque chose de très... c'est transgénérationnel, on va dire. On présente vraiment tout ce qui est très proche de nos traditions et on présente aussi ce qui se fait de nos jours. Parce qu'il y a cette dualité. Eh bien, je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Eni. Merci beaucoup, Harry. Et puis, bon courage pour la suite des opérations. Merci à toi aussi.